Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. Le projet du rapport 2014 de l'ITIE RDC a été adopté à l'unanimité. C'est à Lubumbashi, à l'hôtel Caravia, sous la présidence du ministre du Plan et mise en œuvre des œuvres de la révolution de la modernité. Et ce rapport, l'économie, donne des éléments qui aboutissent à un écart négatif de plus de 24 millions de dollars. Et cet écart de plus de 24 millions de dollars, s'il n'est pas réconcilié par le temps court, la RDC risque en 2017 de ne pas être évalué et le pays sera écarté du processus ITIE. Nous en parlons dans cette émission. Il faut considérer que cet écart est dû à des tricheries, à la corruption et à certaines erreurs de parcours au niveau de la DGDA et aussi des agences en douane. Le professeur Marc Douba, qui est le coordonnateur national de l'ITIE et aussi membre du Conseil international de l'ITIE, est dans ce studio. Bonsoir professeur. Bonsoir Marcel. Un rapport qui établit déjà 24 millions de dollars écart négatif, c'est déjà un danger pour le pays. Oui et non, parce que Marcel, je sais que vous êtes journaliste et le caractère fondamental des journalistes, c'est l'alarme. Ils sont des alarmistes. C'est vrai, Marcel, que le rapport auquel vous avez assisté vraiment avec une participation effective à Lubumbashi il y a 2 jours a révélé qu'il y a 24 millions de dollars d'écart négatif entre les déclarations de l'État et les déclarations des entreprises. C'est-à-dire que l'État a déclaré avoir reçu 24 millions de dollars plus que les entreprises. C'est ce qui signifie l'écart négatif. Et donc, parce qu'il est négatif, parce que si l'État prend l'argent d'un particulier en trop, il faut vous attendre qu'il doit le rembourser. Donc, ce n'est pas un écart à considérer dans au crédit des comptes de l'État. Donc, c'est pourquoi nous l'appelons négatif. Et aussi, vous avez vu, nous avions en fait souligné qu'il y avait 8 grandes entreprises qui étaient à la base de cet écart négatif, notamment KCC avec 12 millions de dollars, Boss Mining. Il y a des grandes entreprises minières du Katanga étaient à la base de cela. Et cherchant le résultat, nous avons trouvé que, c'est comme vous l'avez dit, énormément d'écarts étaient dus au fait que la DGDA a déclaré avoir reçu plus d'argent de dédouanement des marchandises de ces entreprises que ce que les entreprises lui avaient payé. Et vous l'avez dit, vous étiez dans la salle, je vous emprunte les mots. Effectivement, il y a de la corruption, il y a de la tricherie au niveau des agences en douane qui demandent plus d'argent à l'agence de l'État. Mais il ne faut pas considérer que la DGDA est une entreprise corrompue. C'est une entreprise qui travaille au maximum avec un logiciel extraordinaire et qui a satisfait, comme vous le savez, depuis des années, à diminuer. Je ne suis pas... vous voulez m'arrêter pour dire que je suis en train de défendre. Mais Marcel, c'est vous qui l'avez dit. Mais il y a des agents véreux à l'intérieur de la DGDA. Il y a les agences en douane. Il y a des agents véreux aussi au niveau des entreprises. Et les 3 parties s'entendent pour sortir plus d'argent des entreprises, payer moins à la direction générale des douanes et assises. Et lorsque nous avons réconcilié, on a trouvé que la partie négative restait pour le compte de l'État. Et donc, nous sommes en train de réconcilier. Et je vous dis par exemple que depuis que vous avez quitté Lubumbashi avant-hier, la KCC, Kamoto Cooper Company, a complètement élagué les 12 millions de dollars qui constituaient. Les 24 millions de dollars dont vous parliez tout à l'heure constituaient 1,5% d'écart, ce qui était très dangereux pour nous. Mais depuis que vous et moi, vous avez entendu dans la salle les entreprises donner le quitus d'aller travailler énormément avec la DGDA, aujourd'hui nous sommes à 0,8% d'écart et donc les 24 millions ont sensiblement diminué. Donc vous êtes à 12 millions, c'est encore beaucoup. Oui, quoi que ce soit. Mais l'essentiel est que les écarts doivent être expliqués.
Les écarts ne peuvent pas manquer dans l'ITIE, mais lorsqu'ils sont expliqués, c'est un bonus. Nous allons revenir sur la notion des écarts. Mesdames, Messieurs, je disais tout à l'heure que le projet du rapport ITIE, qui a été revu à Lubumbashi, à l'hôtel Caravia, sous la présidence du ministre du Plan, et mis en œuvre de la révolution des modernités, établissait 24 millions des écarts négatifs. Et tout à l'heure, on nous apprend que c'est déjà 12 millions, mais vous avez cité KCC. Il apparaît que KCC a fermé sans pouvoir payer à l'ITIE et aussi à l'État congolais, sans pouvoir payer à l'État congolais plus de 200 000, on parle même de 200 000 dollars, c'est beaucoup quand même. Millions. 200 millions. Nous, on attendait, vous savez que le pays a fait la marche. Cette fameuse phrase de Joseph Kabila, quand il dit ça, tout le monde l'a vu seulement par rapport au bâtiment, par rapport au pont et aux chaussées qui ont été, quand il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez dans mes œuvres. Et comme généralement les gens qui sont dans les salles où on prononce des discours, ils sont attachés aux mots. Mais l'esprit était très fort. L'esprit, c'est aussi que nous avons fait 10 ans. Joseph Kabila a fait 10 ans à la tête du pays. Les entreprises qui ont signé des contrats au moment de son début, sans compter le temps qu'il a remplacé son défunt père, que je regrette énormément, et que son âme ait la paix, je dis 10 ans. Et donc maintenant, Joseph Kabila était vraiment en position de commencer à engranger les bénéfices sur l'impôt, en fait les revenus de l'impôt sur le bénéfice et profit, parce que dans 10 ans, beaucoup d'entreprises avec lui ont stabilisé leur investissement. Ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient investi, et maintenant, 2014, 2013, 2014, 2015, c'était le temps que le pays allait commencer maintenant à recevoir la totalité des revenus sur cet impôt à la République, dont notamment KCC. Oui, mais ils ont fermé. Et KCC devait plus de 260 millions de dollars. Et je vous dis que Tenke Fungurume a payé déjà ses revenus à ce titre de ce flux. C'est plus de 180 millions de dollars. Plus de 160 millions de dollars en 2015. C'est une fierté pour nous. Et KCC, c'était plus de 200 millions de dollars. Maintenant, quand KCC ferme, est-ce que ce qu'il doit payer en 2015 au titre de la totalité du bénéfice, du pourcentage du bénéfice sur l'impôt et bénéfices et profits, va être revenu? Si on nous garantit, c'est une bonne chose. Mais on ne pourra pas le faire parce que KCC vous dit, je dois venir investir dans une nouvelle usine. Il faut que notre gouvernement s'élève. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de mesures contraignantes pour que des situations comme ça soient traitées de façon juridique, qu'on trouve que tel est en train d'échapper à payer justement l'État congolais, parce que 260 millions de dollars, c'est énorme. Moi, je vous pose la question. Qui a encouragé Joseph Kabila dans cette démarche? Qui? Mais il y a des ministères, il y a des experts. Écoutez, Joseph Kabila ne gouverne pas le pays sur base d'être encouragé par les ministères, c'est par la population. La population devait soulever. La même chose s'est passée en Zambie. KCC voulait fermer demain, mais il n'a pas fermé. On a nationalisé, entre guillemets. C'est comme ça. Aujourd'hui, si Joseph Kabila tente de nationaliser des entreprises ici, vous connaissez les gens là, ils ont un nom. Moi, je ne vais pas leur donner ce nom ici sur le plateau. La première chose, ils vont s'élever. Vous connaissez les gens qui se sont élevés parce que la Chine a accordé 6 milliards 500 millions de dollars. Vous parlez de la communauté internationale. Quelle communauté? Ce n'est pas la communauté internationale. La communauté internationale ne fera rien. Alors, vous n'avez pas suivi le discours du chef de l'État devant le Congrès. Ce pays, ses problèmes ne seront réglés que par les Congolais. Aucune communauté internationale, même si vous y dormez, ne fera rien. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ITIE, ça fait 10 ans. Le pays a adhéré à l'ITIE en 2005.
En 2007, nous sommes pays candidat et en 2014, en juillet, donc la RDC a atteint le statut de pays conforme à l'ITIE. Aujourd'hui, vous êtes en train de préparer le 7e rapport, le rapport 2014. 10 ans après, la population, la majorité de la population constate que même avec l'ITIE, même si on a atteint le statut de pays conforme, mais on ne sent pas vraiment le revenu du secteur extractif, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans les mines. C'est comme si rien n'a changé de ces côtés, monsieur le coordonnateur national. Merci pour cette question vraiment primordiale. Pour moi, c'est une question fondamentale. C'est vrai que la mise en œuvre de l'ITIE doit conduire à des changements, à l'impact réel sur nos populations. Et le vrai impact, c'est que la population sente que les revenus du secteur extractif, pour le moment, le pétrole et les mines, contribuent au changement de sa vie. Au changement, parce qu'aujourd'hui, l'argent du secteur des mines, vous ne pouvez pas dire que c'est quelqu'un qui l'a pris, c'est quelqu'un qui l'a utilisé, non. Lorsque Son Excellence Matata Ponyo vous dit qu'il construit, je ne sais pas si c'est 1000 écoles par an, je n'ai pas exactement les chiffres, lorsqu'il construit des centres de santé, vous pensez que l'argent du secteur minier n'y est pas, il y est. Lorsque on doit payer nos militaires pour aller à la guerre, on doit acheter des armes, on doit acheter des avions, aussi le revenu du secteur extractif est dedans. Seulement une particularité, on aurait voulu, avec l'adhésion de la RDC à l'ITIE, on aurait voulu qu'on isole de manière précise les revenus du secteur extractif et qu'on dise son affectation. C'est ce qui est impossible à notre pays pour l'instant, parce que la Cour des comptes est incapable d'isoler les revenus du secteur minier. C'est ceux qui disent qu'il y a opacité. Non, ce n'est pas de l'opacité. La bonne gouvernance n'est pas une mise. Ce n'est pas de l'opacité. On ne marche jamais vers l'horizon sans avoir commencé un premier pas. Donc, ce n'est pas de l'opacité, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Madame Clarchot l'a déclaré devant le vice-premier ministre qui représentait le premier ministre, qui avait accordé en avril dernier un dîner inoubliable au conseil d'administration à l'hôtel Béatrice. Madame Clarchot a dit il y a beaucoup de choses qui se font dans la mise en œuvre de l'ITIE en République démocratique du Congo. Il y a encore des choses à faire et beaucoup. Ouais, mais oui. Donc, je dis que nous ne soutenons pas l'opacité, mais nous disons tout n'est pas clair non plus. Alors, nous sommes en train de marcher. Et lorsqu'on marche vers l'horizon, il faut s'attendre qu'il y a les monts et les collines et les montagnes, il y a les vallées qui peuvent nous empêcher de voir qu'on s'y approche. Mais l'essentiel, c'est de continuer la marche. Et nous continuons à marcher et nous disons, nous y parviendrons avec la détermination. Je voudrais vous rappeler qu'en 2011, le chef de l'État, Joseph Kabila, a dit clairement, si la République démocratique du Congo est exclue de l'ITIE, nous ferons l'ITIE sans l'ITIE. C'est-à-dire qu'il était engagé énormément dans la mise en œuvre du processus de transparence et de bonne gouvernance, quel que soit le nom qu'il prendra, et on avancera. Et aujourd'hui, le Premier ministre Matata a déclaré solennellement que les rapports ITIE aident maintenant aux agences de cotation et de rating à maintenant identifier le niveau de la marche de la République démocratique du Congo. Donc nous avançons, et même nous sommes très avancés par rapport à plusieurs pays qui ont émergé, mais qui sont membres de l'ITIE. L'ITIE aujourd'hui a atteint un niveau de modélisation de notre mise en œuvre par rapport aux 49 autres pays. Alors je voudrais terminer cette question pour dire que quel est l'impact réel? L'impact réel, il faut que la population qui attend cet impact se saisisse des rapports ITIE, de ce qu'on leur dit. Nous leur annonçons 500 millions de dollars en 2012, 1 milliard 1 milliard 800 en 2013, 1 milliard 600 en 2015. Voilà ce que c'est la population de s'en saisir. Tout à fait. Est-ce que je peux dire ça? Pour terminer, est-ce que vous savez que même nos députés, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que ça signifie l'ITIE et les rapports ITIE, à quoi ça peut leur servir? C'est juste, peut-être vous prenez la commission des réseaux naturels, vous prenez les COFIN avec le professeur Madi Moulumba qui m'a impressionné lui-même en me disant
en disant à ses collègues, si vous voulez connaître réellement des données sur tel, consultez le site. Mais pourtant, c'est la classe des parlementaires tout entière qui devrait se saisir des rapports ITIE pour voir comment présenter leur programme devant le public, et que quand le public poseront des questions, les aider à ce qu'ils puissent saisir les rapports ITIE pour changer leur vie. Oui, ça va être des questions qui fâchent, parce qu'on sait que l'ITIE, c'est pour renforcer la bonne gouvernance et la transparence dans les pays qui sont riches en ressources naturelles. Pour le cas de notre pays, déjà en 2014, la RDC, par l'ITIE, on sait que le pays a engrangé plus de 1,6 milliard de dollars pour le rapport 2014, mais quand on considère le budget de l'État à la même année, cet argent n'apparaît pas. Donc c'est comme s'il y a aussi des écarts même entre les chiffres donnés par l'ITIE, par le rapport ITIE, et les chiffres qui transparaissent dans le budget 2014. Bien sûr que oui. Pourquoi est-ce qu'il faut mentir? Nous travaillons avec une structure de l'État, le CETER. Le CETER capte tous les revenus de l'État qui arrivent au trésor public. Et dans le secteur minier, nous captons plus que ce que le CETER dit. Et pourtant, nous, on ne capte que des paiements significatifs. C'est-à-dire, la Banque mondiale est en train de nous aider à ce que nos structures nationales puissent s'harmoniser, se mettre ensemble, regarder les différences, les expliquer et les résoudre. Mais ce qui est vrai maintenant, c'est que est-ce que tout le monde est d'accord pour être dans la transparence? La transparence, c'est à la fois un couteau à double tranchant. Parce que lorsque vous acceptez d'être transparent, il ne faut pas que les autres seulement soient transparents. Vous-même qui dites que les autres soient transparents, le soient. Et donc nous disons, nous avons du chemin à faire. Ceux qui s'associent à la transparence doivent le devenir avant, comme nous. Nous publions à l'ITIE même les jetons de présence que nous payons aux administrateurs. Nos salaires sont publiés sur le site, le revenu de nos frais de fonctionnement que le Premier ministre a accepté de nous donner est régulièrement diffusé et la Banque mondiale peut contrôler. Vous voulez dire que c'est une question d'éthique? Ce n'est pas une question d'éthique, c'est une question de foi. Voilà, mais là, ça va nous amener un peu à nous interroger davantage. Comment ça va se passer? Parce que déjà, vous savez, 2016 s'annonce un peu avec beaucoup de chaleur. Il y a des projets, il y a le dialogue, il y a les élections ou pas. Ça, je ne sais pas. Mais comment l'ITIE pourra amorcer son processus pendant une période qui semble déjà beaucoup agitée? Marcel, oui. Vous êtes un journaliste. Le journaliste doit avoir des convictions. J'ai noté qu'il y a des élections ou pas. Oui, mais écoutez, quand nous avons vu ce qui s'est passé, par exemple, en République centrafricaine, ce qui s'est passé dans d'autres pays, au Gabon, et puis dans certains pays où il y a eu Madagascar, quand il y a des problèmes politiques, le processus est entaché et il ne peut plus être considéré. J'imagine que ça ne sera pas le cas en RDC, mais déjà... Oui. Moi, Marcel, je suis chrétien. Je suis leader à la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. D'ailleurs, vous voyez mon insigne ici qui trône sur ma poitrine. Nous avons dit, pour nous les chrétiens, un oui est un oui. Et ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrivera. Ceux qui craignent qu'il n'y aura pas des élections, les élections n'auront pas lieu. Et ceux qui disent, nous avons la foi dans la marche de la nation parce que Dieu est le propriétaire de cette nation, ils verront cette nation dans la paix. Et ceux qui cherchent des troubles, que le sang soit versé, ça sera leur propre sang qui sera versé, pas le sang des autres, pas le sang des autres enfants. Et nous vous disons, nous sommes en paix parce que notre pays marche en paix. Je suis économiste, n'oubliez pas. Professeur d'économie de développement, mon cher. Pas dans aujourd'hui. Quelle université? Laisse-moi me vanter un tout petit peu aujourd'hui. Oui. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui. Professeur suppléant à l'université de Liège en économie de développement, où j'enseigne l'histoire du développement en Afrique. Aujourd'hui, cadre de référence. Laissez-moi d'abord vous dire, pourquoi vous me pressez de vous dire? Je voudrais vous dire que je suis en paix. Oui. Mon pays marche très bien.
les investissements, les maisons poussent de tous les côtés, l'industrie de construction emploie plus de 50% de tous les chômeurs de la République, sauf ceux qui ne voient pas où on construit. Je voudrais vous dire aujourd'hui que des banques sont jusqu'à Kisenso. Je ne mens pas. Les banques poussent partout. Ça, c'est de la confiance dans la politique. Ça, c'est de la confiance dans l'exécutif. Pour une certaine classe. Alors non, pas pour une certaine classe. L'économie n'a pas de classe, n'a pas de caste. La politique, oui. Mais lorsque la politique met en place la liberté d'exercer l'économie des marchés, et celui qui ne se saisit pas de cela ne doit pas toujours se dire « je suis injuste ». Et donc, sur ce plan, je voudrais vous dire que l'année prochaine ne peut pas être une année de crainte, de peur, une année de suspicion. Aujourd'hui, je suis très étonné parce que vous voulez m'amener sur ce plateau. Moi, j'ai appris au Full Gospel qu'il y a dialogue lorsqu'il y a conflit. Et donc, tout conflit ne peut être réglé que lorsqu'il y a dialogue. Et dans le dialogue, il faut respecter les parties. C'est lui qui en appelle et c'est lui qui vient. Maintenant, tout le monde constate qu'il y a des conflits et quelqu'un s'élève et c'est Joseph Kabila en personne qui dit « allons alors au conflit au dialogue pour régler le conflit ». Ceux qui ont vu qu'il y a un conflit, ils ne veulent pas venir. C'est de la mauvaise foi. Oui, mais c'est pourquoi je Ça, dis... c'est maintenant, je vous dis, l'année prochaine, l'ITIE ira jusqu'au bout. Voici, premièrement, des bases concrètes. Le 31 décembre 2015, nous allons publier le rapport 2014. Nous serons le premier pays qui aura publié en une année 2 rapports. En juillet, nous avons publié 2013. En décembre, nous avons publié 2014. En février, nous serons à Lima avec vous. Vous serez avec moi au Pérou pour voir l'expérience de la mise en œuvre de l'ITIE et surtout l'utilisation des revenus du secteur. Et vous savez qui est orateur à la conférence mondiale de 2009? Le programme. Matata Pogno va parler de l'expérience de la RDC. Nous sommes un modèle dans la mise en œuvre. Nous sommes un modèle dans la transparence. Nous sommes un modèle dans la publication des propriétaires réels. Savez-vous que tout le monde dans le monde a imposé comme projet pilote de la propriété réelle à la RDC parce que tout le monde tenait à dire Joseph Kabila est propriétaire des entreprises, on les a même cités. Sa femme, ses enfants, sa famille biologique et sa famille politique. Et nous avons publié les propriétaires réels de 88% d'entreprises parce que les autres sont cotés en bourse. Personne. Et les étrangers qui fouillent, qui cherchent, qui sondent, qui inspectent, qui interrogent, ont interrogé les entreprises au bout, ils n'ont pas retrouvé la famille. Même des sociétés anonymes, même des prêtres non. Ils n'ont pas retrouvé notre chef de l'État. Et ça, c'est une fierté. Ils n'ont pas retrouvé un seul colonel. Ils n'ont pas retrouvé le ministre des Mines. Donc on a dit, il dure parce qu'il est dans les entreprises. Martin Kaboulou, on ne l'a pas retrouvé. Et donc maintenant, je voudrais vous dire quoi? Notre Premier ministre va démontrer à la face du monde, à Lima, devant 8000 personnes venues du monde entier, combien nous sommes devenus transparents, combien nous sommes devenus de bonne gestion. Ça, c'est une étape. Pourquoi tu t'empresses, Marcel? Laisse-moi parler, c'est toi le journaliste. L'autre étape, tu veux savoir? Nous allons publier au mois de mai le rapport sur la gestion du secteur forestier. Nous allons publier. Le cadrage est fait. Le cadrage a été validé par le groupe multipartite. Nous allons publier pas seulement le secteur forestier, mais le secteur minier artisanal. Tout le monde a dit qu'il y a des milliers d'argent qui sortent par le secteur extractif. La République démocratique du Congo seule, avec son argent du gouvernement, a financé ces 2 études à plus de 340 000 $. Et les études ont été approuvées et le Premier ministre m'a dit, allez-y, publiez-moi les rapports sur ça. Et vous savez qu'est-ce que ces 2 secteurs rapportent officiellement selon le cadrage? Seulement 20 millions de $, 10 millions par secteur. Ah bon? Et ça va confondre ceux qui volent, ceux qui trichent, ceux qui font la fraude. Là, c'est que donc c'est
des éléments tracés. C'est que vous avez eu à faire la traçabilité, mais des produits miniers qui sortent par des voies poreuses du pays, ça vous ne pouvez pas quand même le retracer parce qu'on considère que 18 tonnes, là sur le rapport de Sarrois, entre 18 tonnes de cuivre et 18 tonnes d'or et aussi d'autres minéraux sortent par des voies illicites. Mais quand vous me parlez de 10 millions, ça ne représente même pas 2 ou 3 tonnes d'or. Vous savez, Marcel, je vais répondre à cette inquiétude. La transparence est un processus. Nous allons commencer par capter ce qui est déclaré. Ensuite, nous constaterons qu'il y a des écarts entre ce qui devait être déclaré réellement et nous entrerons. Il faut un début. Les premiers pas sont ceux-là. Mais quand nous avons fait effectivement le rapport de cadrage, nous n'avons trouvé que 10 millions de dollars que l'État capte dans le secteur artisanal et 10 millions de dollars. Mais nous voudrions publier un rapport en blanc qui pourra aider à ce qu'on puisse avoir réellement les chiffres exacts quand nous aurons corrigé. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions parce que là, c'est l'émission Horizon Ressources Naturelles. Comme vous le savez, le rapport 2014 de l'ITIE RDC a été adopté. C'était le projet qui a été adopté à Lubumbashi. Ça s'est tenu, un atelier très important qui s'est tenu donc à l'hôtel Caravia sous la présidence du ministre du Plan et de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Et toutes les parties prenantes étaient là, la société civile, le membre du gouvernement et aussi les représentants des entreprises. Ils ont analysé les différentes parties ou les erreurs qui avaient matériel dans ces rapports. Mais ce qui nous a intéressé, c'est que ce rapport établissait 24 millions de dollars considérés comme écart négatif. C'est-à-dire que le gouvernement, les entreprises ont perçu plus que ce que l'État a perçu plus que ce que les entreprises ont déclaré. C'est ce qu'on appelle l'écart négatif et nous en parlons dans cette émission. Mais il y a un problème. Monsieur le coordinateur national, vous parlez plus, vous penchez plus dans la politique. Mais je ne comprends pas. L'ITIE doit être une structure qui est apolitique. C'est ce qui fait que maintenant, nous avons même vu un des membres du conseil d'administration de l'ITIE qui est à Dakar. Et je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes à l'ITIE ou vous êtes dans la politique? Finalement, quelle est la vérité? Non, Marcel, il y a une différence. Je voudrais que vous puissiez considérer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne vous occupez pas de la politique va vous occuper de vous. Et aussi, tout ce que nous faisons, c'est sous l'impulsion du politique. Et donc, renier que moi je ne fais pas de la politique. Vous êtes de la majorité, j'ai l'impression. Moi, je ne connais pas ce que c'est. Et ce qui est vrai, c'est que celui qui m'a nommé, c'est le chef de l'État. Et donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire que en tant que structure de transparence, il n'y a aucune structure que j'ai exposée comme le gouvernement en matière de transparence.